Passons à développement. Que nous dit le dictionnaire? Toujours Robert. Il donne deux entrées. Dans la première, il dit développement fait de prendre de l'expansion. De l'expansion, ça veut dire donc prendre du volume, en avoir un peu plus, dépasser ce qu'on avait avant. Et il ajoute fait de progresser. Le fait de progresser, c'est ça qu'il appelle développement. Il ajoute toujours, si vous lisez dans votre Robert, pour bien comprendre, faites référence au mot pays en voie de développement. Et il met en dessous, on appelle pays en voie de développement les pays dont l'économie n'a pas atteint le niveau des pays industrialisés. Donc voilà ce que donne le dictionnaire. Maintenant, qu'est-ce que nous pensons de ce que vous avez dit et de ce que le dictionnaire a dit? Nous pouvons prendre les deux et dire qu'on peut dire que la culture est un ensemble d'aptitudes, de connaissances et d'actions à mener par l'homme pour changer son environnement. Et on peut dire que le développement, c'est la capacité, la possibilité d'assurer à une population donnée, à un groupe donné ou à un ensemble donné, la paix, la sécurité, la prospérité et l'épanouissement et des individus et de la collectivité. Parce qu'au fond, il parlait de transgresser. La première chose pour transgresser, c'est d'être capable d'utiliser son esprit critique pour reformuler et pour reconstruire. Si on ne reconstruit pas, s'il faut juste continuer à répéter ce qui se faisait avant nous, on ne progresse pas. Et il faut que nous ayons cette capacité de le mot culture qui nous donne la possibilité de pouvoir changer les choses. Et je termine par le « et ». Pourquoi dit-on culture et développement? Et étant une conjonction de coordination, qui comme la conjonction de subordination crée des rapports entre des éléments, là-bas des propositions, ici des mots ou des expressions, si nous ne sommes pas monsieur le professeur. Et parmi ces rapports, si nous prenons le « et », en laissant les autres, mais où est donc Ornicard, il y a l'union ou l'addition, et il y a l'opposition ou la restriction, comme deux valeurs du mot « et ». Si vous reprenez votre gréviste, vous trouverez ces deux valeurs. Et cela va nous permettre d'avoir un peu le plan que nous allons utiliser pour aborder ce problème de culture et développement. D'abord, nous allons commencer par une problématique. Qu'est-ce que c'est que le développement? Et accepter que le développement se fait par l'homme et que c'est de la responsabilité de l'homme que dépend en réalité son développement. Et pour ceux d'entre vous qui sont musulmans, je ne sais pas s'ils sont nombreux ici, ils savent qu'il y a un verset du Coran dans l'un des chapitres, que je ne veux pas citer pour ne pas faire le pédant, qui dit que je ne changerai jamais un peuple tant que ce peuple lui-même ne fera rien pour changer sa situation. Je traduis peut-être mal le verset du Coran, mais parmi nous, il y en a qui maîtrisent bien le Coran. C'est donc dire que même si nous regardons Dieu, mais nous reviendrons sur ce problème du fatalisme, il n'a jamais dit qu'il est là, comme on dit, Khariallah, quelqu'un tout dernièrement, je crois que c'est l'un de ses collègues à Columbia, rappelez qu'il n'y a qu'au Sénégal, ou Mamadou Diouf, si je ne me trompe pas, il n'y a qu'au Sénégal qu'on trouve le quartier Khariallah, attendre Dieu. Bon, donc je continue. Une fois cette problématique dégagée, que c'est l'homme qui fait le développement, commence le plan lui-même. En réalité, quelle est la place de la culture dans le développement? Comme premier point. Deuxième point, puisque nous avons le mot éducation qui est un synonyme de culture, quelle nouvelle culture ou quel type d'éducation aujourd'hui, pour terminer et pour donc relever le problème du défi, et nous terminerons par un troisième point, quels sont les défis qui se posent à nous, Africains, parce qu'on ne m'a pas dit de traiter le sujet dans l'absolu, culture et développement, on m'a dit de le traiter dans le cadre de l'Afrique. Si c'était dans l'absolu, je n'aurais pas mis ce troisième point, qui est quels sont les défis que nous avons à relever. Alors, commençons par le premier point. Le premier point va essayer, évidemment, de montrer un peu quelles sont les caractéristiques, quels sont les traits dominants de la culture traditionnelle ou des cultures traditionnelles en Afrique. Pour les aborder, j'attire votre attention sur un livre qui a fait beaucoup de bruit et qui a choqué certaines personnes et qui, moi, ne m'a pas du tout choqué. C'est « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Qu'est-ce qui se souvient de ce livre et qu'il a écrit? Axel Kabou.
vous savez que ça a soulevé beaucoup de problèmes. Elle est partie des attitudes, des cultures, des traits culturels que nous avons actuellement dans notre continent, pour dire qu'ils sont presque tous des blocages par rapport à l'essor que nécessite le développement. Donc on va prendre sous cette perspective-là, prendre un peu qu'est-ce qui, dans la culture traditionnelle africaine, paraît être contraire à ce qu'on appelle le développement. Et nous verrons à la transition pourquoi ceci est vraiment important. Prenez les langues. Commençons par les langues, qui définissent évidemment une personne où qu'elle se trouve. Je sais que beaucoup de nos intellectuels ont théorisé que l'Afrique ne pourra jamais se développer si elle n'utilise pas ses langues nationales. Permettez-moi de m'inscrire en faux contre cela. Je suis d'accord que pour notre dignité personnelle, et après avoir essuyé l'esclavage et la colonisation, pour notre dignité personnelle, pour notre fierté personnelle, pour notre amour-propre, il aurait été agréable et intéressant que nous puissions parler nos langues nationales. Mais dire que sans ces langues nationales, on ne peut pas se développer, ça pose problème. Pourquoi? J'ai à côté de moi, sur ma gauche, un professeur de lettres. Il vous dira que la langue française a commencé à se créer quand au 9e siècle, on s'est rendu compte que le patois qui était parlé était différent du latin. Et que cette progression a continué jusqu'au XVIIe siècle où il a fallu codifier cette langue que nous appelons aujourd'hui le français. Vrai ou faux, monsieur le professeur? La transgression de la langue. Voilà. Donc, les règles qui président à cette langue que nous utilisons aujourd'hui ont été créées au XVIIe siècle. Et c'est valable presque pour toutes les autres langues. Et si nous prenons aujourd'hui le Brésil, si nous prenons ce qu'on appelle les pays émergents, la plupart d'entre eux utilisent la langue du colon. C'est donc dire qu'il est bon que nous maîtrisions nos langues nationales. Il faut faire un travail dans ce sens-là, pour notre propre culture, pour pouvoir nous réapproprier notre culture. Mais de là à dire que le développement n'est pas possible sans les langues nationales, je crois que c'est un pas de trop. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez l'anglais qui domine, et à côté de l'anglais, vous avez des universités espagnoles, il est là, il peut dire si j'ai raison. Vous avez des universités, donc on parle des langues, parce que la communauté, comment on l'appelle, latino, est tellement importante qu'ils ont leurs propres universités, etc., etc., leurs propres médias, etc., etc. C'est donc dire que, or ces gens-là, pour la plupart, sont descendants d'esclaves, ou descendants d'aborigènes, qui, eux, ne parlaient pas l'espagnol au départ, ne parlaient pas l'anglais au départ. Vous voyez? Donc faites très attention, il y a un problème. Maintenant, il se pose un autre problème. C'est que les langues véhiculent aussi les ethnies et les tribus. Or, qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'Afrique aujourd'hui? Deux choses, dont l'une avait été soulevée par Senghor, mais on n'est pas là pour encenser Senghor, d'autant plus que Dieu sait qu'il a fait des erreurs, sur lesquelles peut-être nous reviendrons dans les débats. La balkanisation. Or, quoi qu'on puisse reprocher aux Européens, ils ont compris la notion d'un grand bloc pour pouvoir faire du développement. Ils ont créé pour la France l'AOF et l'AEF. Ils ont créé l'AOF et l'AEF. En réalité, si nous, une fois devenus indépendants, chacun a tiré de son côté. Et comme disait Houphouët-Boigny, il n'est pas question que la Côte d'Ivoire devienne la vache laitière de l'Afrique de l'Ouest. Ou bien comme disait Senghor et certains de ceux qui l'accompagnent, les intelligents, les Sénégalais sont d'une finesse et d'une intelligence qui fait qu'ils dépassent tous les autres. Ce genre de conneries nous a amenés à ce que nous savons tous, une Afrique où chacun veut rester roi chez lui, au lieu d'avoir de grands ensembles qui peuvent nous permettre de faire quelque chose. Et ça va beaucoup plus loin, parce que dans nos pays, ce que l'on déplore aujourd'hui, la plupart des causes des guerres civiles, ce sont des problèmes ethniques. Ce sont les problèmes ethniques, le tribalisme, etc. Nous reviendrons quand nous parlerons de politique. Nous verrons qu'en fait, c'est la faillite de nos dirigeants qui, au lieu d'unir, ont souvent profité de la division pour continuer à mieux régner. Et c'est eux, en réalité, qui ont mal utilisé ce réservoir extraordinaire que sont les différentes langues, que sont